Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Carvelli, je travaille en réanimation au CHM. Je suis co-responsable de l'unité choléra avec le docteur Niang et avec notre infirmière hygiéniste coordinatrice Manon Portier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un soignant qui allait travailler dans l'unité choléra, peut-être un réserviste, donc bienvenue. Elle est là pour vous présenter un petit peu l'unité et pour vous donner les grandes lignes de la prise en charge du choléra et notamment des formes sévères que peuvent rencontrer nos patients. Vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. À l'heure où je réalise cette vidéo, c'est-à-dire le 13 janvier 2024, 166 cas de choléra ont été confirmés à Mayotte, avec environ 15 cas sévères, c'est-à-dire que 10% des patients vont présenter des formes sévères justifiant au moins l'avis du réanimateur. Deux patients sont actuellement décédés et le taux d'attaque est globalement stable, autour de 0,06%. Les quartiers impactés sont les quartiers de la capitale, à Mamoudzou, et également le quartier de Passamenti et de Tsunzu, autour d'une rivière probablement contaminée par la bactérie Vibrio cholerae. Les patients que nous admettons à l'unité choléra le sont pour toute forme de troubles digestifs aigus, principalement diarrhée, mais également vomissements. Ils arrivent par une petite entrée que vous voyez à gauche, à côté de l'entrée des urgences, à côté de la barrière. Vous verrez quand vous arrivez, on vous présentera le service. Avec, vous voyez sur la photo du milieu, un passage directement vers la tente de triage. Donc cette tente de triage permet de réaliser donc un test de diagnostic rapide, un TROD choléra, et également une PCR par une technique multiplex réalisée sur des selles ou à défaut un écouvillon rectal. Donc les patients sont évalués par une infirmière et un médecin dans la zone de triage, peuvent attendre de manière assise sur des chaises percées ou éventuellement sur des brancards. Nous n'utilisons pas actuellement de l'hypercé parce qu'ils sont trop bas et rendent difficiles les soins, notamment chez les patients les plus sérieusement atteints par la maladie. Et dans un second temps, les patients peuvent soit suivre un trajet sale et être admis à l'unité choléra, qui correspond aux anciennes UHCD pédiatriques et adultes. 14 lits pour le moment sont armés à l'heure actuelle, ou alors sortir si les résultats choléra sont négatifs, et ces patients iront alors aux urgences ou éventuellement retourneront à domicile s'ils en présentent les critères. La chambre 2 de l'UHCD côté pédiatrique est en rouge, puisque cette chambre est armée de 2 scopes et d'un respirateur dans l'éventualité d'une réanimation nécessaire. Donc on a tendance à hospitaliser dans cette chambre-là les cas les plus sévères, en sachant qu'à l'heure actuelle et où je réalise cette vidéo, les cas les plus graves sont hospitalisés directement en réanimation. La réanimation est au 3e étage, alors que l'unité choléra est au rez-de-chaussée. Mais on n'est pas très loin, et s'il faut admettre les patients, on les transfère directement dans notre service. On a 2 à 3 lits armés pour du choléra. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous présente un cas de choléra sévère qui n'est pas de Mayotte, mais qui est d'Haïti, avec un petit de 4 ans en 2011, poids 15 kg, qui a été admis 10 heures après la survenue de symptômes digestifs. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est des vomissements. Ça peut être totalement des vomissements au départ, hein, et pas forcément des diarrhées, avec d'emblée un tableau grave avec une altération des constantes vitales. Donc chez l'enfant, attention, hein, il faudra se référer aux ABAC nécessaires pour la tension artérielle, pour la fréquence respiratoire et pour la fréquence cardiaque. Et cet enfant, il se présente surtout sous la forme typique d'un choléra sévère. Donc vous le verrez, les patients arrivent avec des altérations de la conscience, de la somnolence à la léthargie, c'est-à-dire qu'ils sont très difficilement réveillables, avec une énorme altération de l'état général. On a l'impression qu'ils sont moribonds et ils ont les yeux creusés. Ça signe une déshydratation sévère et ça nécessite une expansion volémique d'urgence, quelle que soit la situation et au moindre doute. Donc vous voyez, chez cet enfant, il y a une tentative d'abord de réhydratation orale qui n'a pas marché. Et ensuite, je vous ai mis un petit peu les données de l'expansion volémique pour que vous puissiez vous rendre compte des chiffres. Sur les 2 premières heures, il va recevoir 130 ml kg de remplissage par ingér lactate, puis 200 ml kg cumulés sur 8 heures, ce qui fait qu'à H24, il a reçu au total 300 ml kg, ce qui correspond à 30% de son poids corporel, ce qui est énorme. Et c'est l'expansion volémique que vont recevoir nos patients. Donc le choléra est une infection bactérienne à une bactérie qui est un bacille gram négatif, que vous voyez ici en microscopie électronique, avec une flagelle connectée à un corps, et sur la membrane de ce corps bactérien vont être présents notamment du lipopolysaccharide et des antigènes. Et parmi ces antigènes, deux vont caractériser les souches de bactéries pathogènes.
Donc les souches de bactéries pathogènes sont les Vibrio cholerae du sérogroupe O1 ou O139, et à Mayotte à l'heure actuelle, c'est le sérogroupe O1 qui est responsable de l'épidémie. Cette bactérie, le Vibrio cholerae, donne la maladie par la présence d'une exotoxine, c'est-à-dire d'une protéine qui va exercer la toxicité de la bactérie pour l'homme. Cette toxine, elle présente deux sous-unités. Elle va être internalisée au niveau des entérocytes, c'est-à-dire en fait au niveau des cellules intestinales, de l'intestin grêle, principalement l'intestin grêle proximal. Puis la machinerie intracellulaire va être utilisée pour produire justement des sous-unités de ces toxines qui vont activer en intracellulaire une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase. Peu importe, pour les non-initiés, c'est pas très grave de retenir tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va bloquer des pompes ou en activer certaines qui vont entraîner donc justement la diarrhée du choléra, avec notamment une rétention de sel à l'intérieur de la lumière digestive par un blocage de la pompe Na+H+, également une activation de la pompe CFTR qui, elle, va entraîner une fuite de chlore, de bicarbonate, ce qui explique notamment une acidose métabolique profonde et d'eau. J'en parle directement à ce stade parce que je trouve que c'est plus simple. Vous voyez sur la première ligne la composition en termes d'électrolytes de la diarrhée des selles de patients atteints de choléra. Ces selles, elles sont riches globalement en potassium, ce qui va expliquer l'hypokaliémie de nos patients, et en bicarbonate, ce qui va expliquer l'acidose métabolique qui sera d'autant plus profonde que la déshydratation sera sévère. Et en dessous, vous avez sur la dernière ligne la composition des principaux solutés de réhydratation et de remplissage, et notamment vous verrez que le ringer lactate est le soluté le plus adapté à la composition des diarrhées des selles de patients choléra, notamment parce qu'il est riche en lactate qui va se transformer par le cycle de Cori en bicarbonate et corriger de manière un petit peu plus rapide l'acidose. Donc, quelques études ont été publiées pour comparer justement les différents solutés d'hydratation et de remplissage dans les formes sévères de choléra. Et le ringer lactate est de loin le meilleur soluté, le meilleur cristalloïde à utiliser. Il corrige donc la volémie, mais comme tous les solutés, mais il corrige beaucoup plus rapidement l'acidose, sans entraîner les effets secondaires, notamment du sérum salé isotonique, que vous connaissez peut-être sous le nom de sérum physiologique, qui est plus riche en sodium et plus riche en chlore. Et nos patients, avec les volumes de remplissage qu'ils vont avoir, si on utilise le sérum salé isotonique, ils vont finir hypernatrémiques, hyperchlorémiques. Donc on préfère dans tous les cas le ringer lactate. Et comme je vous l'ai dit, par sa composition en lactate qui va se transformer en bicarbonate, pas besoin d'alcaliniser les patients avec du bicarbonate de sodium notamment, qui présente en plus un risque de majoration de l'hypokaliémie. Vous voyez sur cette carte la répartition des cas de choléra dans le monde, avec une épidémie, une 7e épidémie qui est principalement donc prévalente en Afrique continentale, centrale, mais également en Afrique de l'Est. Ce qui explique la présence actuelle du choléra donc à Mayotte et également aux Comores, hein, avec des parcours migratoires, notamment de l'Afrique des Grands Lacs, en passant par les Comores jusqu'à Mayotte. Donc sur les cas recensés de choléra, donc 100 000 cas en Afrique en 2022 et 2000 décès avec une mortalité qui avoisine les 2%. Et c'est exactement ce qu'on constate à l'heure actuelle sur Mayotte. Quels symptômes les patients que vous allez rencontrer vont-ils présenter? Alors, ils vont présenter typiquement une diarrhée aiguë, brutale, eau de riz. Ça peut varier. De temps en temps, sachez qu'il se présente sans diarrhée et notamment à une phase très aiguë avec des vomissements. Et ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Même au contraire, parfois on a l'impression que les patients qui arrivent et qui ont beaucoup vomi sans avoir forcément de diarrhée peuvent se dégrader dans un second temps. Donc soyez vigilants, troubles digestifs aigus, diarrhée, vomissement, diarrhée typiquement eau de riz. La fièvre est inconstante. Typiquement, on dit que les patients sont apyrétiques, mais nous on a constaté notamment en réanimation chez les patients sévères une prévalence de la fièvre quand même autour de 30 à 50%. On est en train d'étudier les chiffres, donc ça mérite d'être précisé. Sachez également que les patients présentent des douleurs abdominales, quelques crampes abdominales, mais sans tableau d'abdomen chirurgical. Donc si vous avez un abdomen chirurgical avec une défense, a fortiori une contracture, il faut évoquer un diagnostic différentiel.
Dans cette série qui concerne, je ne me souviens plus quel pays, sachez que les formes sévères, c'est-à-dire hospitalisées plus de 24 heures avec au moins une nuit à l'hôpital, concernent 30% des patients. Donc parmi les patients que vous allez rencontrer, des patients seront paucisymptomatiques, asymptomatiques, et vous aurez besoin d'hospitaliser quand même 30% d'entre eux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un patient sur 10, 10% des patients vont présenter une forme plus sévère et nécessiter l'avis de la réanimation. Donc des patients qui présenteront le profil de l'enfant haïtien que je vous ai décrit tout à l'heure. Je tiens d'emblée à le préciser, mais c'est peut-être mon côté réanimateur qui prend le dessus, le choléra est une maladie sévère qui peut être parfois fulminante. Donc là, vous avez une étude avec les temps d'incubation qui globalement sont compris entre 1 et 4 jours. Mais surtout, une fois que la maladie se déclare, pour les formes sévères, ça va extrêmement vite. Ça peut aller extrêmement vite et vous avez deux choses à retenir, on l'évoque sur la diapo d'après. Les deux éléments fondamentaux, c'est que les patients meurent en général avant l'hôpital. Donc il y a un challenge majeur donc, qui ne nous concerne pas nous directement à l'hôpital, qui concerne plutôt le préhospitalier et la mise en place justement des transports des patients de leur domicile jusqu'à l'hôpital. Donc ils meurent à l'extérieur de l'hôpital, c'est le cas des deux patients qui sont décédés à Mayotte, c'est le cas également des études, même dans les pays sous-développés. En général, les patients n'ont pas le temps de se rendre dans des centres de soins et ils meurent par désamorçage en raison d'une hypovolémie extrêmement sévère avec des volumes de sel et de vomissement qui peuvent être majeurs. Ensuite, vous allez voir que la prise en charge du choléra, médicalement, c'est pas très compliqué. La prise en charge est simple lorsqu'on a compris et qu'on connaît les protocoles. Le problème, c'est que les patients sont extrêmement lourds et notamment en surveillance et en soins paramédicaux. Vous entendez le muezzin, ça vous, quand vous serez chez nous, vous l'entendrez régulièrement. Donc il s'agit de patients assez difficiles à surveiller, en tout cas qui méritent une attention particulière. Donc là, il s'agit du tableau pour grader un petit peu la sévérité des patients selon les critères OMS. Vous pouvez d'ailleurs retrouver justement il y a un espèce de grand classeur OMS sur la prise en charge de la diarrhée aiguë, notamment pour les pays en voie de développement. Donc c'est issu de ça. Donc vous voyez que ça utilise plusieurs critères, des critères de conscience, le pouls radial, les yeux, est-ce qu'ils sont creusés ou pas, est-ce qu'il existe un pli cutané, est-ce que le patient a soif, pour dire s'il est sévèrement déshydraté de manière modérée ou pas déshydraté. Moi je vous propose sur la diapo d'après une évaluation qui est peut-être un petit peu plus simple et qui est une évaluation de coup d'œil. Donc en effet, vous allez avoir pour un patient qui présente des troubles digestifs aigus, diarrhée, vomissement, deux types de patients. Le premier, c'est celui de droite, qui est plutôt rassurant. Un patient qui va être réveillé, qui va vous parler avec un pouls frappé, que vous allez trouver fatigué, mais voilà, globalement, il est plutôt rassurant. Donc celui-là, il est déshydraté modérément ou pas déshydraté. Vous peserez l'indication de l'accès vasculaire. S'il y a une déshydratation modérée, il faudra le faire probablement et il faudra le surveiller pendant les heures de son arrivée, notamment quantifier les selles et les vomissements. En évaluant la nécessité d'une hospitalisation et d'une surveillance plus ou moins rapprochée. Puis le deuxième type de patient, c'est celui que je vous ai décrit, comme l'enfant qui va arriver extrêmement altéré, très somnolent, léthargique, avec des yeux creusés. Ce patient, il peut avoir des pouls filants, voire une hypotension artérielle qui est quand même globalement assez tardive, et lorsqu'elle est là, c'est que c'est assez grave. En tout cas, quand vous avez le moindre de ces signes et au moindre doute, il faut un accès vasculaire d'urgence et débuter une expansion volémique par 30 ml kg de Ringer lactate. D'accord ? Et bien évidemment, vous nous appellerez au numéro que vous connaîtrez par cœur une fois que vous serez chez nous, le 53 33 0. Le remplissage vasculaire, il faut être un petit peu moins lourd, peut-être 20 ml kg chez les patients un petit peu plus fragiles, notamment chez les enfants de moins de 5 ans ou chez les sujets dénutris, mais finalement, ça nous concerne assez peu. Encore une fois, j'insiste, via cette étude qui concernait justement l'évaluation de la doxycycline et des cyclines en général dans les formes sévères de choléra, c'est pas tellement l'efficacité du traitement qui m'intéresse, mais plutôt le volume des selles chez des patients sévères dans cette étude. Vous voyez dans le rectangle rouge que sur en gros les premières 24-48 heures, on a des débits de sel compris entre 250 et 300 ml kg, ce qui est majeur. Donc en gros, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'ayez pas peur de remplir les patients, sauf circonstances exceptionnelles, sur des terrains très particuliers, mais sinon c'est du remplissage vasculaire dès qu'ils arrivent, au moindre signe de sévérité, 30 ml kg, 20 ml kg dans des situations un petit peu particulières, et vous n'hésitez pas à appeler la réanimation.
Donc quand on a ce genre de tableau avec une déshydratation sévère, une hypovolémie ou parfois plus grave, avec des patients qui peuvent arriver moribonds, on met en place un protocole d'attaque par une expansion volémique et une réhydratation intensive. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer 10% du poids corporel du patient sur 4 heures. D'abord, un remplissage, c'est-à-dire en débit libre, 30 ml kg de ringer lactate. Donc c'est sur 30 minutes. Pareil, sur des terrains un petit peu plus fragiles, on peut rallonger, mais globalement, c'est sur 30 minutes. Et ensuite, on rajoute 70 ml kg sur 3 heures. Voilà, donc moi, si j'arrive avec un choléra sévère, je pèse 70 kg. Ça veut dire qu'au total, vous allez me passer 7 litres sur les premières 4 heures de ma prise en charge. Et ça, c'est absolument essentiel. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir réévaluer le patient, c'est très important. En général, toutes les heures, lorsqu'il présente des signes de sévérité, si la déshydratation sévère persiste, avec toujours des signes de sévérité, il ne faut pas hésiter à renouveler ce protocole, voire un petit peu plus tôt même à renouveler l'expansion volémique de 30 ml kg. Chez les patients les plus graves, en général, quand même, ça les requinque, mais on peut avoir besoin de deux protocoles d'attaque de ce genre pour qu'ils s'améliorent de manière franche. Vous comprenez bien qu'en urgence, l'accès vasculaire est un petit peu le nerf de la guerre. Alors dans plus de 95% des cas, on s'en sort avec des moyens conventionnels, c'est-à-dire avec nos bonnes voies veineuses périphériques d'usage. Chez l'adulte, au moins un cathé vert, d'accord, de 18 gauges. Chez l'enfant, il faut quand même espérer un cathé bleu de 22 gauges. À défaut, bien évidemment, un cathé rose chez l'adulte, un cathé jaune chez l'enfant, mais on vérifie que ça passe bien et qu'on a un remplissage vasculaire suffisant. Si on n'y arrive pas, que le patient est trop déshydraté, imperfusable, ou si la situation est cataclysmique, on met en place une voie intra-osseuse. Donc là c'est pareil, tout le monde ne sait pas faire, la réanimation est là pour vous aider. Donc on utilise principalement des aiguilles roses chez les nourrissons de moins de 5 kg, ça peut arriver. En général, on les introduit à la main au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Du bleu pour les enfants qui font plus de 5 kg, avec la visseuse au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, et pour les adultes, ça se fait principalement au niveau de la tête humérale à la visseuse avec les aiguilles jaunes. Donc je vous donne un petit peu en avant-première nos premières datas. Il s'agit uniquement des patients sévères. On en a eu 16 au total qui présentaient des tableaux de déshydratation sévère hypovolémie. Alors ce tableau va être un petit peu modifié parce qu'il y a eu des défauts de recueil que je suis en train de corriger. Mais pour vous rendre compte un petit peu, l'âge médian des patients choléra sévère, c'était 8 ans. Donc la moitié avait moins de 8 ans, l'autre moitié avait plus de 8 ans, avec un âge minimum de 1 an, c'était même 9 mois, et un âge max de 49 ans. Ça vous donne un peu le tableau avec un sexe ratio qui est équilibré et une expansion volémique des 48 premières heures, réhydratation intensive en médiane de 250 ml kg. Voilà, le 20 ml kg en valeur minimale, c'est un fake. Il faudra que je le corrige. Ensuite, sachez qu'on a l'avantage, puisque quand même on travaille dans notre beau pays, d'avoir des examens biologiques que n'ont pas forcément tous les patients dans les pays en voie de développement. Donc ce qu'on fait volontiers lorsqu'on pose la voie veineuse périphérique, c'est un gaz veineux, gaz du sang veineux, qui nous permet d'emblée d'évaluer la gravité par 3 paramètres principaux. C'est de la biologie délocalisée, vous l'aurez aux urgences, donc vous aurez le résultat dans les minutes qui suivent le prélèvement. Donc le pH, si le pH est inférieur à 7,30, il faut nous appeler, il faut appeler la réanimation, en sachant que vraiment probablement que le seuil d'alerte, c'est lorsqu'il est inférieur à 7,15. Regardez également la kaliémie. Donc régulièrement, les patients présentent des hypokaliémies, rarement à la phase aiguë lorsqu'ils sont très acides, avec des kaliémies qui sont parfois élevées. Donc il ne faut rien faire, il faut simplement corriger l'hypovolémie. En général, ça suffit, sauf si vraiment il y a des signes CG d'hypercalémie, mais c'est exceptionnel. En tout cas, c'est du jamais vu là pour le moment à Mayotte. Mais surtout, en fait, quand vous allez corriger l'acidose, la calémie va baisser. Et donc il faut faire attention dans un second temps aux hypokaliémies chez ces patients qui peuvent être présentes d'emblée, d'ailleurs. Et l'autre signe à regarder, c'est l'hyperlactatémie. Donc si vous avez une hyperlactatémie supérieure à 2 mmol par litre, là aussi il faut nous appeler pour qu'on puisse savoir que ces patients existent et venir les évaluer. L'autre élément biologique que je vous ai mis, vous voyez, c'est la créatinémie avec des insuffisances rénales aiguës qui sont très fréquentes, avec des créatinémies médianes à 170 micromol par litre. Sachez que ce sont principalement des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles, on est un peu en train de regarder. Mais globalement, c'est du fonctionnel et ça va se corriger. Donc la biologie, elle permet de conforter la gravité lorsqu'on la suspecte. Elle permet également de se rassurer chez les patients pour lesquels on n'est pas sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que même lorsqu'on a des perturbations biologiques assez importantes,
C'est pareil pour la clinique d'ailleurs. En général, les patients répondent bien, même sur le plan biologique, à l'expansion volémique. Donc après un protocole d'attaque, en général, ces anomalies commencent à se corrigent franchement. Donc il est possible qu'on laisse des patients qui ont l'air graves de prime abord à l'unité choléra, qu'on fasse un protocole d'attaque et qu'on réévalue à 4 heures. Si la gravité persiste, on les admet directement en réanimation. Si la gravité s'est corrigée, on les laisse à vos bons soins à l'unité choléra. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on sera là. Donc là, il s'agit de nos grades spécifiques de sévérité en réanimation. C'est le protocole spécial CHM, hein, à ne pas confondre avec les plans OMS. Donc vous verrez que les plans OMS, lorsque le patient est grave, c'est un plan C avec justement une expansion volémique et un protocole 30-70. Là, nous, les grades C sont les grades pas graves, chez les patients qui ne sont pas déshydratés ou très peu déshydratés. Les grades B sont les patients intermédiaires qui ont une déshydratation modérée, qui vont nécessiter une surveillance un petit peu plus rapprochée toutes les 2 heures en unité choléra. Et les grades A sont les patients vraiment les plus critiques, pour lesquels on va avoir recours à un protocole d'attaque avec un transfert en réanimation qui sera discuté. Alors soit d'emblée si le patient vraiment présente des signes de sévérité ingérables en unité choléra, soit après un protocole d'attaque avec une réévaluation en général qui est à la fois clinique et biologique. Donc une fois qu'on a prescrit ce protocole d'attaque, qu'est-ce qu'on fait? Surtout on réévalue régulièrement le patient. Donc c'est une réévaluation de coup d'œil, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un examen clinique très poussé. En général, regarder le patient suffit. Éventuellement, regarder s'il y a un pli cutané qui s'est un petit peu corrigé, si les yeux sont moins creusés. Donc il faut le réévaluer au moins tant qu'il est sévère de manière horaire. Et il faut, comme je vous l'ai dit, renouveler le protocole d'attaque si la sévérité persiste. Sinon, on va passer au protocole d'après qu'on appelle le protocole d'entretien. Donc le protocole d'entretien, c'est quoi? C'est en gros réévaluer le patient après un protocole d'attaque ou d'emblée s'il ne présente pas de critères de sévérité. S'il présente quand même des signes de déshydratation ou vous avez un doute sur une déshydratation, dans tous les cas, n'hésitez pas, réhydratez-le abondamment, 75 ml kg sur 4 heures. Si la prise orale est possible, on peut le faire avec du SRO, exceptionnellement par sonde nasogastrique, notamment chez l'enfant, mais c'est exceptionnel, donc retenez plutôt SRO si il existe une tolérance digestive, sinon par voie intraveineuse. Chez les patients les plus graves qui présentent des troubles digestifs, quand on les prend en charge précocement, il faut le faire par voie IV, ne vous prenez pas trop la tête. Deuxième possibilité, le patient ne présente pas de signe de déshydratation et à ce moment-là, on passera sur un protocole de compensation perte pour perte qu'on fera dans tous les cas, toujours pour tous les patients, à tout moment, quel que soit leur stade de sévérité. Donc ce protocole perte pour perte, il est fondamental parce que globalement, on a toujours un train de retard en ce qui concerne l'expansion volémique et la réhydratation. Donc il faut être extrêmement vigilant. Vous allez voir que sur les feuilles de surveillance, les infirmières cotent le nombre de selles et le nombre de vomissements. Pas besoin de coter le volume, mais il faut coter par contre la fréquence pour à chaque selle ou à chaque vomissement compenser volume à volume. D'accord, avec des abacs que vous allez trouver sur cette diapo. Donc, l'infirmière va vous dire le patient a présenté une selle ou un vomissement et vous allez immédiatement la compenser. Donc, c'est pareil, soit par du SRO si le patient est capable de prendre Péros, sinon par voie intraveineuse. Pour le moins de 2 ans, on compense 50 à 100 ml. Pour le 2 à 10 ans, 100 à 200 ml. Pour le plus de 10 ans, 200 à 250 ml. On essaie de se fier au volume un petit peu ce qui a été rejeté par le patient. Là aussi, c'est pareil. Si on compense massivement, c'est-à-dire de plus de 1 litre par heure chez l'adulte ou de plus de 15 ml kg/h chez l'enfant, il faut nous appeler parce que ça veut dire que le débit de sel et de vomissement est tellement important que l'hypovolémie est massive et qu'il faut qu'il soit surveillé de plus près par nos soins. Ensuite, vous pouvez également prescrire en Y ou sur une autre voie veineuse une hydratation de base avec du poly-G5 qui va comprendre donc à la fois du soluté glucosé. Les patients peuvent présenter des hypoglycémies d'ailleurs à la phase initiale. Il faut faire une glycémie capillaire et la surveiller quand même de manière un petit peu régulière, qu'on va rendre isotonique en rajoutant aux 4 grammes de NaCl par litre déjà présent, 4 grammes de NaCl par litre pour se retrouver à 8 grammes de NaCl par litre au total. Et on rajoutera également du KCl dès que le patient sera hypokaliémique ou dès que la kaliémie commencera à baisser. En général, l'hydratation qu'on peut mettre en croisière chez les patients qui restent déshydratés ou à la phase aiguë, c'est du 2 litres par 24 heures chez l'adulte, du 2 litres par mètre carré par 24 heures chez l'enfant. C'est notre protocole. Bien évidemment, c'est discutable. Pour les patients polysymptomatiques ou asymptomatiques, qu'ils arrivent, qu'on les voit comme ça immédiatement ou que ce soit l'évolution de leur maladie, il faut dans tous les cas compenser perte pour perte, idéalement par du SRO bien évidemment. On vérifie la bonne prise et la bonne compréhension
du patient et de sa famille, surtout si c'est un enfant. Et on essaie d'avoir du recul, 3 à 6 heures en général. Quand c'est un patient qui est hospitalisé depuis un certain temps, il faut moins de 2 selles par 24 heures avant d'envisager un retour à domicile. D'accord. Il faut également vérifier, notamment en début de prise en charge, que le patient a une capacité de vite revenir à l'hôpital, hein. Ça peut être un piège, c'est-à-dire que si on surveille le patient 2 heures et qu'on le fait repartir chez lui et que c'est un patient qui est un petit peu isolé, ce qui est souvent le cas à Mayotte, ça peut rapidement être la catastrophe. Donc mieux vaut être prudent, notamment en début de prise en charge, et également chez des sujets fragiles, donc notamment chez des patients isolés, chez des nourrissons, chez des patients qui ont des troubles psychiatriques, etc. On redoublera de vigilance. En ce qui concerne les traitements adjuvants, donc tout d'abord l'antibiothérapie donc anti-Vibrio cholerae, sachez que notre Vibrio cholerae de Mayotte est BLSE et également résistant aux macrolides et au quinolone. Donc pas besoin de les utiliser, il n'y a qu'un médicament qu'on peut utiliser, c'est une cycline, la doxycycline en l'occurrence, quand le patient fait plus de 37 kg, c'est 3 comprimés de 100 mg, c'est la seule galénique qu'on ait ici en dose unique. Lorsque le patient pèse entre 30 et 37, c'est 2 comprimés à 100 mg, entre 25 et 30, 1 comprimé à 100 mg, et pour les plus légers, essentiellement bien évidemment des enfants, de la doxycycline à 4 mg par kilo. On utilisera la tolexine, qui est une forme qui est en tout cas diluable, qu'on peut diluer dans 100 ml d'eau pour avoir 1 mg par ml, bien agité avant de l'administrer. Sachez que notre protocole, c'est que si le patient vomit son antibiotique, on lui redonnera le lendemain ou en tout cas quand il ne vomira plus. Attention s'il l'a vomi dans l'heure qui a suivi la prise, bien évidemment. Ensuite, la question qu'on a régulièrement, c'est celle de l'antibiothérapie systémique. Est-ce qu'il faut mettre une antibiothérapie par voie générale? Nous, dans notre pratique, on n'hésite pas à la mettre en place, notamment si le patient bénéficie de 2 traitements d'attaque, c'est-à-dire qu'il est très hypovolémique, où il est difficile à la phase initiale de faire la part des choses avec un sepsis. On a eu 2 cas de co-infection avec notamment des bactériémies entérobactéries, Klebsiella et Escherichia coli. C'est pas très décrit, les patients sont parfois fébriles quand même, comme je vous l'ai dit. Ils ont parfois quand même un petit syndrome inflammatoire avec une petite élévation des blancs, une CRP qui peut être entre 25 et 75 mg par litre. Difficile de faire la part des choses, donc pour les patients qu'on va remplir massivement, si on a le moindre doute, on mettra en route notamment par exemple une C3G, comme de la ceftriaxone à 2 grammes chez l'adulte. On réévaluera J2, J3, 50 mg kg chez l'enfant. En ce qui concerne la supplémentation potassique, c'est souvent quelque chose qui vous inquiète et avec des protocoles qui sont difficiles. Donc bien évidemment, vous les aurez en arrivant. Là, je vous en donne un, je ne vais peut-être pas m'attarder sur tous les chiffres. Sachez que quand la kaliémie devient inférieure à 4 mmol par litre chez un patient qui est symptomatique avec toujours des vomissements et ou des diarrhées, il faut commencer à le compenser. Donc en général, on les compense par voie orale. On peut utiliser soit une solution buvable, nous ce qu'on a c'est du potassium Richard à 3%, 1 ml kg par 8 heures avec un max de 2 grammes 3 fois par jour. Et chez l'adulte, on peut utiliser également du Diffuca. Lorsque la kaliémie passe en dessous des 3 mmol par litre, chez un patient en plus symptomatique, là il y a un haut risque. En fait, on va courir après. Si ça passe en dessous de 2 mmol par litre, en général, on galère. Donc en dessous de 3 mmol par litre, il faut commencer à les compenser, notamment par voie IV. On le fait sur VVP et attention, on le fait systématiquement avec un contrôle du débit, donc sur pompe ou sur dosiflow. Vous pouvez appeler l'AREA éventuellement si vous avez besoin. Chez des patients à la phase aiguë, en général, ils sont hypovolémiques, donc on va mettre le KCl dans du Ringer lactate. Chez l'adulte, on va mettre 3 grammes, voire 4 grammes dans 1 litre de Ringer lactate et on ne dépassera pas une vitesse de 1 gramme heure. Donc en général, on le passera sur 4 à 6 heures. Ça, c'est chez l'adulte et chez l'enfant, on utilise un protocole à 0,015 grammes par kilo et par heure qu'on administrera sur 3 heures. Chaque gramme de KCl devant être dilué dans 250 ml de Ringer lactate. Je vous laisse faire les calculs. C'est un protocole qui me paraît assez simple. Ça peut vous paraître compliqué, mais en se posant 2 minutes dessus, je vous assure que c'est gérable. Chez l'enfant, avec un niveau de preuve qui est globalement assez faible pour réduire la durée des symptômes, essentiellement la durée des symptômes digestifs et le volume des selles, c'est d'ailleurs pareil pour la doxycycline. L'objectif n'est pas d'améliorer le pronostic global, mais de réduire la durée de la diarrhée et le volume des excrétas en général. Donc le sulfate de zinc ou le gluconate de zinc, on l'utilisera chez l'enfant avec les posologies qui sont mentionnées
sur cette diapo. Il ne faudra pas hésiter aussi à mettre des vitamines, donc attention chez les patients dénutris ou à risque de dénutrition, notamment à Mayotte, attention au beriberi, aux carences en vitamine B1. Donc on pourra utiliser par exemple l'hydrosol polyvitamine. Au moindre doute, si on a une hyperlactatémie persistante, on pourra administrer également de la vitamine B1 par voie intraveineuse. Pensez également, après la puberté, à une anticoagulation préventive, notamment chez les patients les plus sévères. En général, c'est des patients quand même de réanimation. Pour le reste, aucun autre traitement n'est vraiment utile. On peut utiliser un peu de Turfan, mais globalement, ça ne sert pas à grand-chose. On peut utiliser un peu de cétron à visée antiémétique, mais là aussi, la correction de l'hypovolémie doit rester le bâton de pèlerin et rien d'autre. Surtout pas d'antiémétique neuroleptiques cachés comme le primpéran ou le Vogalène à éviter, notamment chez l'enfant, pour les risques qu'on connaît, également pour le risque d'allongement du QT. Associé à l'hypokaliémie, ça peut faire mauvais ménage. Donc je vous donne ces tableaux qui sont les ABAC pour l'enfant. C'est souvent quelque chose qui est stressant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de la pédiatrie. Donc vous pouvez l'avoir dans votre poche. Donc les ABAC de fréquence cardiaque normale, de tension artérielle normale, systolique ou moyenne, de fréquence respiratoire. Il y a des applications qui existent également, comme par exemple comme PediHelp que vous pouvez télécharger. Il y a l'application Trousseau aussi qui est très bien. Enfin, vous pouvez avoir, et puis de toute façon on a Internet globalement assez facilement. Le score de Glasgow pédiatrique est également adapté à l'enfant, mais il ne change pas beaucoup de celui de l'adulte. Retenez qu'un enfant qui est très irritable, qui crie de manière complètement inappropriée ou qui geint, c'est sur la réponse verbale, c'est un signe bien évidemment de sévérité. Pour les hydratations de base de l'enfant, donc je vous conseille bien évidemment de suivre ce que je vous ai dit en fonction de la sévérité du choléra, protocole d'attaque, protocole d'entretien, compensation perte pour perte. Et si vous voulez prescrire une hydratation de base avec des besoins hydriques de base, vous pouvez obéir à la règle des 4-2-1. Donc 4 ml kg/h chez l'enfant de 0 à 10 kg. Entre 10 et 20 kg, c'est 40 ml par heure plus 2 ml par kg au-dessus des 10 kg. Au-dessus de 20 kg, c'est 60 ml par heure plus 1 ml kg pour chaque kilo au-dessus de 20 kg. Ça paraît très compliqué quand je le dis. Même moi, ça me fatigue, mais je vous promets que c'est pas très compliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment m'envoyer un mail. Il y en a en général de nombreuses, mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez les armes à ce stade-là pour prendre en charge la plupart des patients. On vous expliquera tout en arrivant au moment de vous accueillir. Je vous remercie encore pour votre attention, pour votre aide précieuse. Vous tenez l'unité choléra, vous nous aidez à tenir l'unité choléra et on vous en est très reconnaissant, les patients également. Juste un petit tableau sur les vaccins. Nous, les vaccins qu'on a à notre disposition, c'est le Dukoral et le Vaxchora. On aura également le temps d'en reparler, mais vous avez cette fiche récapitulative en fond. Merci encore.